Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle John Tarwanui Doum. J'ai aujourd'hui 74 ans. Je suis issu d'une famille de 8 enfants dont je suis le 5e. Nous sommes donc originaires des îles australes de Tubuai, où j'ai d'ailleurs passé mon enfance jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis donc venu sur Tahiti en 1900, après la guerre, en 1945, et c'est la première fois que j'ai vu une voiture. Donc la période où j'ai été vraiment engagé sur les problèmes du nucléaire en Polynésie, c'est donc en 1963, lorsqu'a paru dans le journal Le Monde un article qui disait que la France allait expérimenter dans les années 65 dans les îles Gambier la première bombe H. Au vu de cela, et en tant que diacre de la paroisse de langue française de Papeete, avec notre pasteur Jean Adnet, nous avons donc pensé qu'il fallait au moins informer nos paroissiens. Et comme on avait un journal qui s'appelait Le Lien, nous avons donc publié dans notre bulletin ce qui se faisait beaucoup dans le temps, c'est-à-dire que lorsque des grands bâtiments se construisaient, quand il y avait quelque chose qui vraiment demandait l'avis du peuple, on faisait ce qu'on appelait des enquêtes commando et incommando. Et on publiait ça dans les rues, hein, dans l'endroit où devait se faire, et on allait donc dans les mairies pour mettre nos avis. Alors nous avons titré dans notre bulletin paroissial « Enquête commando, incommando sur les essais nucléaires », tout en précisant que ce qui nous intéressait, ce n'est pas de savoir si la France avait droit de le faire ou pas, ou de posséder l'arme nucléaire, mais ce que nous n'étions pas d'accord, c'est qu'on ne demande pas l'avis du peuple. Ça, c'est 1963. Avril 1963. Le synode de l'Église arrive en juillet 1963 et notre pasteur Jean Adnet part en congé en France. Soudainement, qu'est-ce qu'on apprend? Il est interdit de séjour en Polynésie. Un citoyen français, pasteur, pour avoir écrit dans un bulletin enquête commando, incommando, sans prendre parti si la France avait droit, mais poser la question pour le peuple, si on devait avoir des essais nucléaires chez nous, interdit de séjour. Mais dans quel pays on est? Ce qui fait donc réagir, et en particulier moi, c'était ma première année en tant que membre du synode, et c'est la première pétition qu'on fait dans une église. J'ai fait faire une pétition pour envoyer donc aux églises protestantes françaises pour qu'ils interviennent auprès du gouvernement français. Nous avons envoyé cette pétition au pasteur Marc Bögner, qui était donc le président de la Fédération protestante de France,
pour envoyer ça au général de Gaulle. C'est dire que, donc, à part notre Metou Apowana, qui a été la première victime, en 1958 déjà, des essais nucléaires, enfin, du projet des essais nucléaires, l'Église a été aussi une des premières victimes, sans que les essais aient commencé, par cette interdiction de séjour. Donc voilà, en 1963, et jusque pendant une dizaine, même une quinzaine d'années, il faut se remettre dans le cadre de ce temps-là. Le pays, sur le plan politique, était divisé presque moitié-moitié, 50%, 50%. Il y avait le côté des RDPT, et de l'autre côté, le côté qui était plutôt en faveur de la France. Et l'Église protestante étant majoritaire ici, il y en avait autant d'un côté que de l'autre. Les prises de position, si l'Église devait prendre position, on faisait une scission dans l'Église. Ça a mis du temps, effectivement. Et nous avons pris la première décision concernant les essais nucléaires, c'est en 1982 seulement. Nous avons envoyé une lettre au président de la République, M. Mitterrand, pour lui dire que nous étions pour l'arrêt des essais nucléaires en Polynésie et aussi dans le monde. Ce n'est pas parce que seulement c'est des essais nucléaires, mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas accepter des armes de destruction massive. Ce n'est pas possible. Et c'est à ce niveau-là, c'est au niveau théologique, et tout cela que nous ne pouvons pas être d'accord. Donc, il faut dire à ce moment-là, j'étais donc journaliste à l'ORTF, et il se trouve que avant les essais, j'accompagnais les responsables politiques ou les responsables de ce pays, que ce soit les chefs de district dans le temps, ou les responsables d'église, à Moruroa pour aller visiter les blocos. Je dois dire, à ce moment-là, quand j'ai vu les blocos, l'épaisseur des murs qui font 2 ou 3 mètres d'épaisseur, il y a de la ferraille à l'intérieur et tout ça, et les explications qu'on nous donnait, j'ai cru que effectivement la radioactivité ne pouvait pas traverser ces murs et que tout était mis en place pour que rien ne se passe et que le peuple soit à l'abri. Mais voilà, le premier essai nucléaire qui a eu lieu le 2 juillet 1966 à Moruroa, il se trouve que je suis le seul fonctionnaire à être autorisé à aller avec le ministre Biot, le général Biot, qui était donc le ministre de la France d'Outre-mer, de prendre l'avion, d'aller à Moruroa avec les élus des Tuamotu et aussi un élu du gouvernement, c'est le conseil du gouvernement dans le temps, et le conseil du gouvernement qui est venu, c'est M. Gaston Floss, qui est aussi originaire des Gambiers. Nous sommes donc partis sur Moruroa et par la suite nous avons été au Gambier. Et c'est donc le 2 juillet à 5h34 du matin que nous sommes montés sur la montagne à Takou pour voir le champignon. Donc les militaires nous ont distribué des lunettes. Il se trouve qu'il y avait une partie qui n'y avait pas. Moi, je n'avais pas de lunettes. Il fallait que je me tourne le dos de la direction de Moruroa et que je me mette les mains sur les yeux et que j'attende l'autorisation de pouvoir regarder. Effectivement, à 5h34, je ne sais plus, que la détonation a été faite et on n'a pas entendu tout de suite. J'ai moi personnellement entendu 3 boum, 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 boum. Et donc nous avons attendu que les chefs militaires veuillent bien nous dire qu'on pouvait regarder. Et après un certain temps, ils nous ont dit maintenant vous pouvez regarder.
Alors je dois dire que j'étais déçu. Parce qu'on nous disait qu'il y aurait un champignon très beau, bien formé, plein de couleurs qui montraient dans le ciel. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est une espèce de nuage étiré, qui était complètement oblique, qui partait dans le décor, quoi. C'est pas... Évidemment, les responsables étaient heureux, et voilà. Et nous sommes donc redescendus de cette colline pour revenir dans le village ce matin-là. Et voilà, et nous devions donc le lendemain avoir un très grand repas avec la population, avec les dames jeunes de vin et tout cela. Tout était donc fin prêt pour célébrer ce premier essai nucléaire. Mais voilà, le soir arrive, il commençait à pleuvoir d'ailleurs, et il y avait vers 6 heures, 7 heures, comme ça, je ne peux pas très préciser, et les militaires dans le village, il commençait à y avoir une circulation des militaires dans le village au Gambier. Et moi, en tant que journaliste, je n'étais pas dans la sphère des responsables qui étaient à la gendarmerie. Moi, j'étais chez un particulier, il fallait bien me mettre de côté. Et voilà, le lendemain, on nous dit qu'il faut prendre l'avion. C'est par la suite. On dit, mais pourquoi on part? On dit, non, on doit partir. Voilà ce qui fait que, je l'ai appris donc par la suite, que c'est parce que dans la nuit, le nuage est venu sur les Gambiers et qu'il ne fallait pas rester là, et nous sommes partis. Et je l'ai su par la suite que, effectivement, il fallait partir de là et ne rien dire surtout. Nous avons laissé la population dans la pleine ignorance et nous nous sommes barrés avec l'hydravion qui était dans le lagon des Gambiers et nous sommes rentrés sur Papeete. Et je crois que c'est là que commence le premier mensonge du gouvernement français, puisque le général Biot, en arrivant à Papeete, a fait donc une conférence de presse qui dit que tout s'est bien passé, tout en sachant que dans la nuit, il y a eu des problèmes. J'ai eu un doute. C'est parce que dans l'avion, il y avait la famille, la femme et les enfants du gendarme tahitien. Je l'ai bien su par la suite, c'est que lui a tout entendu. Et il a demandé à ce que sa femme et ses enfants prennent l'avion avec nous et qu'ils rentrent sur Papeete. Voilà donc le premier essai nucléaire qu'ils avaient prévu que les vents allaient dans une certaine direction. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien prévu dans les basses couches, et ce n'est pas eux qui dirigent la météo. Hein. Le vent va là où il veut aller. Et voilà, et les Gambiers ont été bien arrosés. Et donc, on a dépêché sur les Gambiers un bateau qui s'appelle la Coquille pour venir faire des tests. Et donc avec un docteur qui est connu pour avoir fait beaucoup de déclarations qu'il n'y avait rien de dangereux à Mourouros, c'est le docteur Mion. Et lui, nous l'avons su par la suite, nous avons eu son rapport par la suite, qui dit que dans les légumes, et même dans les caniveaux, de l'eau qu'il y avait là, c'était à 18 000 picocuries. Alors, c'était les mesures qu'il y avait dans le temps, ça veut dire que les doses acceptables pour l'être humain étaient dépassées de très loin, hein, de très loin. Et voilà, le mensonge commence. Et donc, nous avons appris aussi par la suite que pour des raisons, et c'est écrit noir sur blanc, pour des raisons politiques et psychologiques, qu'il ne fallait pas évacuer la population des Gambiers. Donc, la population des Gambiers, je n'hésite pas à le dire, ont aussi servi de cobayes parce que on n'a rien fait pour eux au départ.
plus fort que ça, lorsque nous étions donc en 1966, il n'y avait pas d'abri. Les abris pour la population ont été construits, je crois, à la fin de l'année d'après, en 67-68, mais au départ, les premiers essais, je crois au nombre de 8 en 66, et il n'y a pas eu d'abri. Alors, et c'est depuis là, depuis ce premier essai nucléaire, lorsque je suis rentré sur Tahiti, non, je ne peux plus croire à la version des militaires et du gouvernement français concernant le nucléaire. Non, ils ont menti pour la première bombe. Il y en a eu 193 en Polynésie, dont 45 dans le ciel de Polynésie. Alors, aujourd'hui, toujours parler de bombes propres, non, ça c'est... Non, non, ça suffit, là. Il faut arrêter le mensonge. Le peuple a besoin aujourd'hui que les choses soient claires. Donc, après ce premier essai, quand je reviens à l'ORTF, et dans le temps, il n'y avait pas de téléphone dans les îles. Tous les messages que les familles voulaient envoyer dans les Tuamotu venaient. Il y avait un tas de 500 à lire tous les soirs. C'est pas grand-chose. Les gens disaient « Bonjour papa, nous allons bien, vous allez bien, je vous embrasse, terminé ». Il y en a 500 comme ça. Et voilà, quand j'étais au Gambier, quand on a donc dit qu'il y a le premier essai nucléaire, mon remplaçant, il n'a pas fait de détails, il a lu les messages, et il y avait un des messages qui disait il faut ramener bébé Ma à Tahiti, il faut ramener les enfants à Tahiti, on a lancé la bombe, vous allez mourir. Et là, j'ai dû faire un rapport au retour et savoir pourquoi exactement, comment ça se fait que ces messages passent. Voilà. Et c'est certainement pour cela, ça c'est 66, c'est là où ça a commencé la télévision. Et c'est certainement pour ça que le tahitien a été banni de la télévision au départ. Moi j'ai été formé en France pour faire de la télévision, et la télévision a commencé en 66 jusqu'à ce que je quitte. Je ne suis jamais passé devant une caméra et on n'a jamais parlé en tahitien. Si, à la nuance près. Les émissions s'arrêtaient vers 9h30 le soir et je passais dans la dernière diapositive de fin où il y avait un cocotier, la mer bien jolie, et on entendait Madame Winkler chanter en tahitien. Tato poru waiteye arui yoreite farereirae. Après, à ce moment-là, je dis voici le programme de la télévision demain en tahitien, et tous les programmes étaient en français. Un autre aspect important sur les essais nucléaires, les 30 ans d'essais nucléaires en Polynésie, c'est donc, comme je le disais, la position de l'Église protestante maori aujourd'hui. Donc depuis le départ, je vous ai dit que l'Église s'était opposée et a fait sa première déclaration en 1982. Donc les essais c'était en 1966, on a mis du temps. Mais en 1982, nous étions assurés que si l'Église faisait une déclaration, il y aurait plus de scission dans l'Église. Mais la période 66 à 82, je peux vous dire, puisque j'ai été secrétaire général de l'Église, que ce n'était pas facile. Lorsque nous parlions de cela, nous avions des remarques mais, très fortes des travailleurs, des paroissiens qui travaillent à Moruroa, dans le genre « Pourquoi vous êtes opposés, l'Église est opposée aux essais nucléaires? C'est vous qui allez nous donner à manger? On va pour de l'argent. » Effectivement, quand on pose la question « Pourquoi vous allez à Moruroa ?» ce n'est pas pour autre chose, ce n'est pas pour la bombe. Ils étaient contre la bombe, mais c'est à cause des salaires qu'ils allaient là. Mais
il faut dire que non seulement l'Église était engagée là sur le pays, mais nous faisons partie aussi de la conférence des églises du Pacifique. Donc les églises du Pacifique aussi faisaient donc des communiqués, faisaient donc des séminaires, et il y a eu des livres qui sont sortis sur le nucléaire, qui s'appelait Exodus, il y a un livre qui a été publié par la conférence des églises du Pacifique, là-dessus, pour mettre, pour dire aux Tahitiens qui travaillaient sur les sites de faire attention. C'était le message de l'Église. Si vous y allez à Moruroa, observez comme il faut, et si vous pouvez ne pas y aller, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, je suis quand même content que certains qui ont travaillé à Moruroa, qui étaient opposés à l'Église et à moi personnellement, de porter ce combat-là, de venir dire aujourd'hui, vous aviez raison, je suis malade aujourd'hui. Je dis, c'est ça qu'on ne voulait pas. Et là-dessus, avec donc le concours de nos amis de l'Aven en France, avec Bruno Barrio et des amis en France, nous avons pu, avec le Conseil œcuménique, donc pour aller un peu au fond des choses, c'est de faire une étude sociologique. Donc, ça a été fait en 1997 ici, et nous avons pu interviewer 734 anciens travailleurs. Nous avions une liste de 2000, mais on n'a pas pu interviewer cela parce que la police, la gendarmerie passaient avant les responsables de l'enquête pour dire qu'il ne faut pas parler. Mais nous avons quand même pu avoir 734 personnes qui ont pu témoigner. C'est le livre Moruroa et nous, d'où est sorti le nom Moruroa et Tato, le nom de l'association aujourd'hui. Donc Moruroa et nous, c'est donc cette enquête sociologique, et tout ce qui se fait aujourd'hui part de cette enquête sociologique. Que dit cette enquête sociologique? Premièrement, 94% des travailleurs interrogés disent, s'il vous plaît, nous avons des problèmes de santé, est-ce qu'on peut s'occuper de nous? D'où notre demande au départ qu'il y ait un centre de suivi des anciens travailleurs, mais nous proposions la Croix-Rouge internationale pour avoir quelque chose de neutre. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les militaires. Ce sont ceux qui ont fait les essais qui vont venir vérifier leurs essais, quoi. Non, on ne peut pas être juge des partis. Ce n'est pas possible. Alors, donc, au vu de cette enquête que nous avons faite, qu'est-ce qu'il dit? À la stupéfaction, nous avons trouvé qu'un certain nombre, je ne sais plus quel est le pourcentage, il y avait des enfants qu'on a recrutés pour aller travailler à Moruroa. À 12 ans, nous avons trouvé des enfants de 12 ans, 14 ans, 16 ans sur un laboratoire nucléaire à ciel ouvert. Et ces enfants, nous avons vu par la suite qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est eux qui allaient gratter dans les blocos pour repeindre après. Ce sont des sociétés de peinture qui, après les essais, venaient repeindre. Et ce sont ces enfants. D'ailleurs, quand nous avons publié le rapport ici, le haut commissaire dans le temps et même l'amiral voulaient nous poursuivre en disant que nous allons vérifier cela et que ce n'était pas vrai. Mais ces personnes-là existent, ils ont leur identité, on peut les voir, hein. On sait qui ils sont. Donc, ce mensonge que je disais, ce mensonge a continué pendant 30 ans. Et cette étude, nous avons aussi
pu le faire grâce à une solidarité en Europe, ce que nous appelons la solidarité Europe-Pacifique. Lorsque j'ai été nommé à Genève, une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est de rencontrer l'Église en France pour dire qu'est-ce que vous faites sur le nucléaire. Il faut dire pas grand-chose, à part un centre que dirigeait M. Bruno Barriot à Lyon. Et c'est comme ça que je suis arrivé à rencontrer Bruno et les autres, et une dame des Pays-Bas, Madeleine Halma, qui est devenue notre secrétaire, et nous avons essayé de mettre ensemble 7 pays européens pour se réunir chaque année et prendre un thème sur le nucléaire. Parce qu'il faut bien dire, l'Europe est complètement, ne connaît absolument rien sur le nucléaire en Polynésie, et encore plus en France. Les essais se sont faits en Polynésie, ils ne sont pas faits en France. Ce qui fait que non, ce n'est pas la préoccupation des Français et des Européens. Donc il fallait, excusez-moi du terme, éduquer les Européens et leur dire ce qui se passait en Polynésie. Donc chaque année, on réunissait jusqu'à 200 personnes. Nous avions donc les responsables d'Angleterre, de France, de Suisse, d'Allemagne, de Hollande et même de Norvège. Nous avions donc ces gens-là, et c'est comme cela que nous avons essayé de mobiliser et pour arriver jusqu'au moment où le président Jacques Chirac a décidé de refaire les essais nucléaires en 1995. C'est de notoriété que les églises en Europe, les pays européens, les églises dans le Pacifique en sont vraiment montées au créneau. Mon bureau du Pacifique à Genève, j'ai envoyé 80 000 cartes postales au président de la République et distribué ça partout, que ce soit en France et dans les pays que je viens de citer, que nous avons envoyés. Et aussi les fax. Paraît-il que les fax crachés à l'Élysée, on trouvait des rouleaux de papier le matin et des cartes postales qui arrivaient de toutes parts. C'est dire que la mobilisation ici d'abord dans le pays, dans le Pacifique et en Europe fait que le projet du président Jacques Chirac d'aller jusqu'au bout de ces essais, il n'a pas pu terminer et se sont arrêtés. Donc, les essais se sont donc terminés en 1996. Maintenant, les essais se sont arrêtés. J'ai fait faire une affiche au Conseil écuménique que j'ai distribuée partout dans le monde. Et je disais en français, le dernier essai, et après, point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Après les essais nucléaires, et après, les conséquences. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut que l'État, et en particulier le ministère de la Défense, arrête de nous prendre pour des imbéciles en Polynésie. Ce temps-là est terminé. Il est clair aujourd'hui, au vu des documents que nous avons, au vu des analyses qui ont été faites par nos experts, qu'il est clair aujourd'hui que toute la Polynésie a eu des retombées, plus de 200 retombées en Polynésie, et qui commence maintenant à reconnaître qu'effectivement, alors qu'au départ, il n'y avait rien. Donc le mur commence à se lézarder. Nous ne voulons pas qu'il se lézarde, nous voulons qu'il tombe un jour.
comme le mur de Berlin. Parce que loin de Paris, peut-être, pour eux c'est très loin, mais le peuple ici souffre. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Montrouge. Mais on peut dire qu'une grande partie de nos problèmes de santé viennent de là. Ça, il ne faut pas m'enlever de la tête. La thyroïde, ça ne se trouve pas au bord de la route. Hein. La leucémie ne se trouve pas au bord de la route. Hein. Les maladies radiovasculaires et tout cela, ça ne s'attrape pas comme ça. Maintenant, nous avons plus de 6000 handicapés enregistrés dans un pays de 240 000 habitants. Je n'accuse pas que tous les handicapés viennent de là, mais aucune étude n'est faite, aucune étude. Alors, les questions sur la dernière bombe et après, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Il faut qu'à travers les décisions que prenne l'État, qu'on commence à ne pas encore nous traîner dans des considérations, je ne sais pas comment, des considérations scientifiques. Non, le peuple souffre. Point barre. Nous souffrons. Il faut voir les gens dans les familles. Nous les visitons, nous les voyons. Chaque année, le 2 juillet, jour du premier essai, nous commémorons à notre stèle de la mémoire des anciens travailleurs sur le port de Papeete, nous lisons la liste des gens qui sont morts dans l'année et qui ont travaillé à Montrouge. La liste s'allonge. Le nombre de veuves s'allonge. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons été au tribunal l'année dernière. Nous avons présenté 8 dossiers. Ils n'ont pas dit que ce n'était pas juste. Ils ont seulement dit que ça arrive après les délais. Quels délais? Ils nous ont prévenus des délais? Non. Et aujourd'hui, la loi Morin ne parle plus de délai. Aujourd'hui, on nous cherche, avec cette loi Morin, vraiment, il faut le lire. Un exemple de cette loi Morin qui nous exige aujourd'hui, dans un de nos dossiers où quelqu'un est mort il y a 22 ans de leucémie foudroyante, on nous demande aujourd'hui que les certificats médicaux, qu'un médecin aujourd'hui, 22 ans après, puisse vraiment affirmer ou alors authentifier que la mort de cette personne il y a 22 ans est bien de cela. Il faut un certificat de 2010, alors que nous avons fourni la totalité. Voilà des cas. Et la loi Morin dit ceci, que nous devons fournir un dossier complet. S'il est complet, on le met à la commission d'indemnisation qui analyse tout cela. Mais cette commission d'experts transmet au ministre et le ministre peut dire oui ou peut dire non, et s'il le dit non, il n'a pas à le justifier. Ça s'arrête là. Alors, non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous voulons savoir les dossiers que nous transmettons, qui nous disent pourquoi on n'a pas retenu ces maladies, parce que la France n'a rien inventé. Les Américains aussi dédommagent les victimes des essais nucléaires américains. Les Anglais le font aussi. Alors, voilà, nous sommes aussi au courant de tout cela.
Donc, cette loi ne nous voit pas du tout, ne sert pas du tout aux victimes. Et donc nous voulions réunir les anciens travailleurs pour créer l'association Moruroa et Tatou. À cette occasion, nous avons fait venir une experte en nucléaire, Rabbit Roth, Suzanne Roth. Et à cette réunion que nous avons eue, nous pensions avoir seulement que 20 membres, parce que les gens ne voulaient pas parler. C'est très, très, très difficile. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Plus de 150 personnes, nous n'avons même pas de siège. Donc, on s'est réunis au centre de Port-au-Prince de l'église, et c'est à partir de ce soir-là que, pour la première fois, les travailleurs de Moruroa osaient parler les uns aux autres. Ils ont commencé à s'interpeller les uns les autres. Et c'est depuis donc la création de Moruroa au mois de juillet 2001, les anciens travailleurs ont demandé à ce que le siège soit le siège même de l'église protestante Maori. C'est comme ça que nous sommes là, et aussi avec son aide que nous avons nos bureaux à Port-au-Prince. Voilà donc la création de l'association. Au départ, nous avions une centaine de membres. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4500 membres. Il faut dire, au début de la création de l'association, ça a été difficile, surtout que le pouvoir politique en ce moment-là n'était pas du tout en faveur, au contraire, essayait même de bloquer un certain nombre de choses. Nous avons adressé un certain nombre de courriers au président du pays de ce temps-là, qui n'a jamais répondu. Et nous avons essayé de provoquer un certain nombre de choses très difficiles. Il faut aussi dire que on nous taxait, l'association était taxée d'indépendantistes, que nous étions avec le groupe de M. Oscar Temaru, et que voilà. Mais au fur et à mesure du développement de l'association, ils ont compris que le but de l'association est le problème de trouver une solution des victimes du nucléaire. Je trouve que 10 ans après, nous n'avons pas varié d'un iota dans notre objectif. D'abord les victimes, et surtout que ce que nous disions, nous avions donc des preuves derrière. Et avec ça, une aide formidable de notre expert Bruno Barrio. Tout ce que nous écrivons et tout ce que nous donnons à la presse se vérifie. Il n'y a pas, de mensonge. Et 10 ans après, le travail est reconnu aussi bien par les instances politiques du pays, et je pense que nous sommes incontournables aujourd'hui. Mais ce que nous voulons atteindre aujourd'hui, c'est le cœur de l'État français et de ce qu'elle a mis en place. On ne peut plus se cacher. S'il y a une étape, on va fêter les 10 ans, s'il y a une prochaine, s'il y a une continuité, c'est cela. Il faut que l'on dise la vérité. C'est notre slogan. Justice et vérité pour les victimes. Que la transparence se fasse et que l'on puisse se mettre autour d'une table et dire voilà ce qu'il en est. Et que peut-être seulement à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on peut dire que nous sommes heureux, fiers et contents de ce que nous avons fait pour les victimes.
c'est pas l'association. Ce que nous sommes heureux de faire, c'est que le problème du nucléaire est devenu visible et incontournable aujourd'hui. Et s'il y a un problème dans ce pays aujourd'hui qu'il faut résoudre, c'est cela. On ne peut plus se cacher derrière. Les essais sont terminés, c'est clair. Mais les conséquences, nous avons pour des centaines, si ce ne sont pas des milliers d'années devant nous, les conséquences des essais nucléaires, ce n'est pas quelque chose qui est derrière nous. Vous, les jeunes générations, vous devez vous engager. Il y va du problème de notre peuple. Regardez autour de vous, posez des questions à vos parents. Il n'y a personne dans une famille en Polynésie qui n'est pas affecté. Et ce ne sera pas les derniers. Il y en a encore pour des années. Formez-vous, préoccupez-vous de notre avenir. Te pohe